Voici l'arme la plus haute jamais construite. Voici un immeuble classique de 6 étages. Voici un humain. Et voici la taille des roues de la tour. Le plus fou, cette arme de siège a été construite il y a 2300 ans. Les Grecs l'appelaient Hélépole, la preneuse de cité. 150 tonnes de bois, 40 mètres de haut, des dizaines de catapultes capables de lancer des boulets de 80 kg à la vitesse de plus de 34 mètres par seconde. Il fallait 3400 hommes, rien que pour sa mise en place. Et 200 hommes pour la tirer. Cette forteresse mobile monumentale fait partie de ces armes visionnaires dont l'apparition semble défier la chronologie, comme cette intrigante arbalète automatique de la même époque, et ce canon à vapeur, attribué à Archimède par Léonard de Vinci. Nous avons fouillé les archives et modélisé ces armes futuristes pour vous faire vivre l'aventure épique de leur apparition dans les guerres qui ont fait l'histoire antique. C'est en 305 avant Jésus-Christ, sur les bords de la mer Égée, que l'Hélépole va rentrer pour la première fois en action. Rhodes, ville indépendante et hautement stratégique, est sur le point de subir l'un des sièges les plus spectaculaires de l'Antiquité. Depuis la mort d'Alexandre le Grand, ses généraux se disputent son empire. Antigone le Borgne en est le plus puissant. Il a une ambition démesurée, reconstituer l'empire de son maître. L'alliance de Rhodes avec Ptolémée, général et ennemi juré d'Antigone, en fait une cible. Qui contrôle Rhodes contrôle les routes maritimes entre la Grèce et l'Égypte. Qui contrôle les routes maritimes tient entre ses mains l'équilibre du monde grec. Antigone menace la cité. Elle refuse de se soumettre et la guerre est déclarée. Antigone y envoie son fils, Démétrios, roi obsédé par la technologie de siège. 40 000 hommes débarquent sur la côte nord-est des plages de Rhodes. Alors que la cité antique se prépare, les premiers navires jettent l'ancre à bonne distance des remparts. Des soldats, des charpentiers et des forgerons par centaines déchargent des cales de lourdes poutres. C'est la charpente préconstruite de l'Hélépole. Elle est assemblée sur la plaine côtière, en dehors de la portée maximale des engins de défense. Décrite par les anciens comme sans équivalent, l'Hélépole est la plus massive des inventions militaires grecques, faite pour protéger des dizaines d'armes de siège. Elle repose sur un châssis massif de 8 larges roues, mesurant chacune 5 mètres de haut, incluant également de plus petites roues pour les mouvements latéraux. À l'aide de treuils actionnés par des dizaines d'hommes, les poutres sont hissées pour former l'ossature de 9 étages. Sur la face avant, chaque emplacement de tir est protégé par des volets articulés qui s'ouvrent au moment du tir. Ces volets, comme le reste de la structure, sont recouverts de plaques de fer et doublés de peaux rembourrées de laine et d'algues marines. L'ensemble forme un blindage coûteux conçu pour rendre la tour imperméable aux flèches enflammées. Les ingénieurs ont pensé à tout. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Nous allons voir que Rhodes va faire mieux que lui résister. Pour gérer cette forteresse, l'équipage est colossal. Il y a 3400 hommes, incluant les manœuvres, les soldats, toute la gestion logistique des dommages par les artisans. Pour la faire avancer, 200 hommes ont pour seule mission de tourner le grand cabestan. C'est un cylindre massif muni de longues barres horizontales. En poussant les barres, la rotation du cabestan enroule des cordages, mettant en mouvement un engrenage. L'armement de l'Hélépole suit une logique simple. Plus on monte, plus les armes sont légères, et plus la portée augmente. Nous sommes à 500 mètres des remparts. Au deuxième étage, à près de 40 mètres de haut, les lances d'art ouvrent le feu. Leurs traits de 70 cm peuvent frapper jusqu'à 500 mètres, bien avant que vos propres archers ne puissent riposter. Du haut de leur position dominante, les tireurs bénéficient d'un angle plongeant dévastateur. À 400 mètres, du 3e au 7e étage, 10 catapultes de 14 kg entrent en action. 2 par étage. Leurs boulets balaient le chemin de ronde en tir de suppression. À 300 mètres, le 2e étage prend le relais. 3 catapultes de 27 kg. Portée maximale, 150 mètres. Les pierres arrivent à plus de 150 km/h. Les créneaux explosent.
Nous voici à 150 mètres, à la distance de Brèche. Le premier étage déchaîne l'artillerie lourde. 2 catapultes de 80 kg et une de 27. C'est la distance que Philon de Byzance recommandait de maintenir entre les catapultes et les murailles. À cette portée, les boulets de pierre percutent la base de vos fortifications à près de 120 km/h. La pierre se fissure. Arrivé au pied de la ville, la passerelle d'assaut s'abat sur les remparts. Contrairement aux échelles qui déversent les hommes un par un, la tour peut projeter une douzaine de soldats d'élite simultanément sur votre chemin de ronde. Derrière eux, des milliers d'hommes attendent. Contre toute attente, Rhodes résiste face au monstre. Elle organise une première attaque nocturne. Des centaines de projectiles incendiaires frappent l'Hélépole, arrachant des plaques de blindage et forçant Démétrios à retirer sa tour pour éviter qu'elle ne brûle. L'ingénieur Diognète fait percer la muraille de nuit pour déverser les eaux usées sur la zone d'approche. Le lendemain, l'Hélépole s'embourbe irrémédiablement sous son propre poids. 150 tonnes piégées dans un marécage artificiel. Parallèlement, les 9 trirèmes rhodiennes maintiennent le port ouvert et interceptent les convois ennemis, capturant ingénieurs et matériel de réparation. Le siège dure 1 an. Soutenu par les renforts de Ptolémée, Lysimaque et Cassandre, Rhodes tient. Démétrios finit par négocier un accord préservant l'autonomie de la cité. Il abandonne tout son équipement de siège sur place, y compris l'Hélépole. Les Rhodiens fondent son blindage et vendent les restes pour financer la construction du fameux colosse de Rhodes, l'une des 7 merveilles du monde. Un autre Hélépole sera construit pour le siège de Thèbes. Cette fois, la ville tombera. Rhodes, quelques décennies après le siège. Un préjugé moderne veut que les armes automatiques soient nées au XXe siècle. Pourtant, 2000 ans plus tôt, Rhodes est à nouveau entré dans l'histoire en inventant la première mitrailleuse. De l'école des ingénieurs de la ville sort une baliste capable de tirer des traits en rafale à la simple action d'une manivelle. C'est le polybolos. Son secret est basé sur un mécanisme simple, bien pensé, maintenu par une base en bois massif. Quand le soldat active la manivelle, une chaîne métallique, tendue comme une courroie de vélo, se met en mouvement et tire un chariot qui glisse au centre de la machine, sur 2 rails polis. Le chariot attrape la corde de la baliste et la tire en arrière. Quand la corde atteint la tension souhaitée, le chariot actionne un bout de métal taillé avec précision. Ce dernier ouvre l'orifice d'un chargeur. Sous l'effet de la gravité, un trait glisse dans le rail. La manivelle continue de tourner et la chaîne repart en avant pour pousser le chariot. En avançant, il frappe une pièce métallique qui joue le rôle de détente. La corde se libère d'un coup et le trait s'envoie. Puis tout recommence tant que la manivelle tourne. Le polybolos est une arme exceptionnelle techniquement, mais stratégiquement limitée. Son génie mécanique ne s'est jamais traduit en domination militaire pour plusieurs raisons. D'abord, elle est trop complexe pour être produite en masse. Ensuite, elle manque de fiabilité sur le champ de bataille. Elle se dérègle facilement à cause du sable ou de l'humidité. Et surtout, elle n'est contrairement aux apparences pas une arme tactique. Elle ne permet pas de détruire une flotte ou de renverser une ville. On pourrait dire qu'elle était trop en avance pour être vraiment utile. La prochaine invention est tellement surprenante pour son époque que les experts se demandent si elle a vraiment existé. En tout cas, des chercheurs du MIT ont prouvé que l'idée fonctionne, et même très bien. Le génie italien Léonard de Vinci en parle dans son Codex Atlanticus et attribue son invention à un autre génie grec, Archimède. Cette arme porte le nom d'Architronito. C'est un puissant canon à vapeur en avance de 1700 ans sur son temps. Pour comprendre la stupeur qu'elle a pu provoquer, il faut remonter au temps du grand affrontement entre Rome et Carthage. Nous sommes en moins 215 avant Jésus-Christ, au temps d'Archimède, sur la côte est de la Sicile, dans la ville de Syracuse. Elle forme avec le reste de l'Italie du Sud ce qu'on appelait la Grande Grèce. Pendant des décennies, elle sera l'alliée de Rome.
À la mort de son roi, une faction anti-romaine de la ville bascule vers une alliance avec Hannibal. Rome panique à l'idée de voir un port stratégique tomber dans le camp ennemi et décide de frapper fort. En moins de 114, la guerre est déclarée. Le général Marcellus donne l'assaut par la mer à l'aide d'échelles d'assaut sur double coque, les Sambuca, pour grimper directement sur les remparts. Et par la terre avec des béliers et des tours. Archimède organise la défense. Il est un polymathe, c'est-à-dire un savant polyvalent. Il est à la fois à l'origine de découvertes scientifiques majeures comme la poussée d'Archimède et inventeur obsessionnel capable de transformer ses idées en machines. Ses inventions et son intelligence pratique vont avoir un impact décisif. Il va faire calibrer des catapultes pour différentes distances pour optimiser la défense d'une ville dont les remparts dominent la mer et les plages. Archimède y installe une série de catapultes, chacune réglée pour une portée spécifique. Résultat, les Syracusains peuvent frapper un navire dès qu'il entre dans le port, à 200 voire 300 mètres, puis continuer à le pilonner à mesure qu'il se rapproche, sans jamais perdre de temps à recalibrer les machines. C'est à plus courte distance que l'Architronito a pu jouer un rôle. L'absence de mention des contemporains nous fait penser qu'il s'agit d'une arme expérimentale, d'une portée entre 40 et 60 mètres, logée dans une tour en retrait du port. D'après le dessin de Léonard de Vinci que nous avons retrouvé, il s'agit d'un long tube métallique de bronze avec une embouchure élargie à l'avant. Ce canon primitif est légèrement incliné vers le haut pour guider le projectile. Il est fixé sur un socle en bois capable d'ajuster l'angle de tir. Une chambre arrière hermétique en cuivre est chauffée au rouge par un feu de braise. Elle est équipée d'un petit orifice par lequel est versée une petite quantité d'eau. L'eau se transforme alors en vapeur et la pression expulse un boulet sphérique en fer dans un grand boom. Des chercheurs du MIT se sont inspirés du dessin de Léonard pour créer leur propre Architronito. En modifiant légèrement le plan initial incomplet, ils sont parvenus, en l'alimentant d'une simple demi-tasse d'eau, à propulser un boulet de 500 grammes à plus de 300 mètres par seconde, avec une énergie comparable à une mitrailleuse lourde moderne. Mais alors, puisque cette arme est fonctionnelle et si puissante, pourquoi les Romains et les Grecs ne l'ont-ils pas utilisée massivement ? Simplement parce que sa puissance ne compensait pas ses contraintes. Chauffer au rouge la chambre avec un foyer permanent est une opération délicate sur un rempart en bois ou en pleine bataille. Chaque tir refroidissait brutalement la chambre, imposant un long temps de chauffe avant de pouvoir recommencer. La cadence était donc très lente, beaucoup plus que celle d'une baliste classique ou d'un simple archer. Enfin, le moindre défaut dans le métal pouvait faire exploser la culasse et tuer l'équipage. Autant d'obstacles qui en faisaient une prouesse technique, mais pas une arme de guerre prête à être produite, transportée et utilisée en nombre. Revenons au siège. Malgré toute cette puissance sur les remparts, si un navire parvient à passer cette barrière de feu, il est à l'abri sous les murs. Du moins, le croit-il. Archimède pense à tout et invente une autre arme absolument spectaculaire, la main de fer. C'est un immense bras de bois, comme une grue, solidement fixé à une plateforme sur le chemin de ronde. De cette manière, elle reste cachée tant qu'un navire n'est pas assez proche. La surprise est terrifiante. À son extrémité extérieure pend un grappin de fer suspendu à une chaîne. Et à l'intérieur, un lourd contrepoids. Lorsque le navire romain approche, le bras bascule au-dessus de la mer et le grappin s'accroche à la proue. L'action des contrepoids soulève brutalement l'avant du bateau. En relâchant soudain la chaîne, la griffe le fait retomber et chavirer lorsqu'il ne se brise pas en deux. Toutes les tentatives romaines sont repoussées, le siège s'enlise. Les Romains n'osent plus s'approcher de jour. Les textes antiques témoignent qu'ils ont l'impression de combattre contre les dieux. Ils encerclent alors la ville par la terre, mais Syracuse est ravitaillée par la mer. L'armée de Marcellus est bloquée et elle finit par passer l'hiver sur place. Les Romains tentent à plusieurs reprises une escalade nocturne des remparts. Un soir de fête, une unité d'élite romaine profite d'une négligence pour enfin s'introduire. Ils ouvrent une porte de l'intérieur et font rentrer l'armée.
Archimède sera tué par un soldat romain pendant le sac de la ville, malgré l'ordre explicite de le capturer vivant. Il est raconté que Marcellus, contrarié d'apprendre sa mort, lui rendit hommage. Pour conclure notre documentaire avec une touche de légèreté et de poésie, parlons des dauphins. Après les machines complexes et futuristes, les Grecs développent aussi des armes fondées sur un principe inverse, la simplicité absolue et la gravité. Les sources antiques appelaient ces engins des delphines, les dauphins de guerre. Malgré leur nom, il ne s'agit évidemment pas d'animaux, mais de masses lourdes conçues pour détruire un navire par écrasement vertical. Concrètement, le dauphin est un bloc massif, le plus souvent en plomb, parfois renforcé ou terminé par une pointe ou un bec de fer. Sa forme évoque une goutte ou une poire, un dessin pensé pour concentrer l'énergie de l'impact sur une zone réduite. Des découvertes archéologiques, notamment un dauphin de plomb retrouvé sur l'épave d'Anticythère, confirment l'existence réelle de ce type d'arme navale. Le dauphin n'est jamais lancé comme un projectile classique. Il est suspendu à une chaîne ou à un câble, lui-même fixé à une poutre, une vergue ou une potence. Soit sur un navire défenseur, soit, mais c'est moins certain, sur une installation côtière ou portuaire. L'arme reste immobile, en attente. Elle n'a pas vocation à frapper à distance. Elle est utilisée au moment le plus dangereux du combat naval, lorsque les navires ennemis s'approchent au contact pour éperonner, accrocher ou débarquer des soldats. Lorsque le navire adverse est juste en dessous, on libère brutalement la retenue. Le dauphin tombe à la verticale, accéléré uniquement par son poids et la hauteur. L'effet est dévastateur. Sur le pont, il écrase hommes, rames et structures. Sur la coque, il peut briser des bordages, ouvrir une voie d'eau ou provoquer une panique immédiate. Même sans percer, le choc suffit souvent à désorganiser totalement l'équipage. Là où certaines machines impressionnent par leur sophistication, le dauphin rappelle une vérité fondamentale de la guerre antique. Parfois, il suffit de laisser tomber quelque chose de très lourd, au bon endroit, au bon moment. N'oubliez pas de vous abonner, notre prochain documentaire va vous plaire. À bientôt sur Echo.